Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Sangor, une vie pour l'Afrique et la langue française, une série de francophonie sans frontières consacrée à Léopold Sédar Senghor à l'occasion du 20e anniversaire de son décès. Durant 6 épisodes, nous plongerons dans la riche existence de ce personnage phare de la francophonie, tout à la fois homme de lettres, chef d'État et citoyen engagé. Le voyage à travers son illustre parcours sera présenté par M. Anthony Glaise, agrégé de lettres classiques, grand admirateur de Léopold Sédar Senghor et de son œuvre. À sa voix viendra se joindre celle de James Osney pour la lecture des extraits de poésie et celle de Jean-Florentin Akbona pour la lecture des citations. L'épisode d'aujourd'hui, 3e de la série, s'intitule Senghor entre Afrique et Normandie et abordera les liens étroits entre Léopold Sédar Senghor, la région normande et la France, une histoire de cœur et de culture. Aujourd'hui, nous sommes le 18 octobre 1957 et c'est jour de fête. Léopold Sédar Senghor, député du Sénégal, épouse en deuxième noces sa secrétaire Colette Hubert. Née dans la Meuse, mademoiselle Hubert est issue d'une vieille famille aristocratique normande. Ce détail est important pour la suite. Mais le député Senghor se marie en deuxième noces, me direz-vous. Et pour les premières, qui a été l'heureux élu? Pas moins que Ginette Eboué, la fille de l'ancien gouverneur de l'Afrique équatoriale française, Félix Eboué, qu'il a épousé en 1946. Néanmoins, ce mariage par devoir, comme le caractérise Senghor lui-même, ne dure que 10 ans. Avec Ginette, Léopold a eu 2 enfants. Francis Arfang, né en 1947 et toujours vivant, et Guy Wally, né en 1948 et mort en 1983 d'une chute. À Ginette, il a dédié en 1948 le recueil intitulé Chant pour Naët, qui, une fois profondément remanié, a donné la matière de la première partie du recueil Nocturne, publié en 1961, Chant pour Signard. Je vous propose d'en écouter un passage. Ce long voyage m'a sopé, ce long baiser comme le doux amer. Je haïssais chaque jour un peu plus l'aile lointaine du gueulant. Je haïssais un peu plus chaque jour le visage orient de la fiancée bleue. Ce clair voyage m'a sopé, ce baiser nuit à l'espoir des gares, ce doux déchirement des cœurs, ce long sifflement au départ des gares, du blanc départ comme lorsque l'on tombe en rêve. Christ est né hier soir à 6 heures. Avec l'odeur fauve des cuirs et des fourrures, les trompettes d'argent des rires et bat le halètement des angoisses. Christ est né hier soir à 6 heures. Cette lente lune de manne au royaume de notre enfance, ce lumineux été sans nuit, cet éternel baiser des époux, des fiancés, qui le dirait? Irons-nous à Belleborgue, où les hommes se nourrissent de glace, ou bien à Moussoro, tu te rappelles, où les pans fleurissent sauvages, et les femmes y ont 4 coudées, leurs seins mûrissent au soleil, leurs jambes lentes paraissent et disparaissent sous les nuages comme des crétoises. Ces adieux sans au revoir m'a sopé, je ne voyais que ton absence. Sur des visages noirs à tonnes, et mes larmes tombaient doucement dans la mer. Mais Colette Senghor est aussi une muse. Au chant pour Naët viennent répondre les Épîtres à la princesse, publiées en 1956 dans Éthiopique. Par la grâce de la poésie, Colette devient ainsi la princesse de Belleborgue, dont le nom rappelle à la fois
les origines aristocratiques et nordiques de Colette. Je vous propose d'en écouter un passage. Belborg, 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 Belborg. Ainsi murmurait ma mémoire, et dans le paquebot qui m'emportait, les machines rythmaient ton nom, princesse, et l'Afrique nocturne. Mes mains en étaient parfumées comme de l'odeur des sapins. Elles embaumaient mon sommeil comme jadis les goyaves au jardin d'enfance. J'attendrai ta ricade au point de tes courriers. Princesse de Belborg, sous quel ciel fleurit ta prestance? Au pays du Septentrion, en ton palais de Ouistreham ouvert sur la mer et les vents, ou bien à Danestal en ton manoir, au milieu de ton peuple, quelle moisson de têtes blondes. Mais Colette est aussi la mère d'un seul fils, Philippe Maguilène, né en 1958 et mort en 1981 dans un accident de voiture. Cet accident a profondément marqué Senghor et a particulièrement éprouvé sa foi catholique. Il écrit même une élégie pour Philippe Maguilène Senghor pour orchestre de jazz et chœur polyphonique, dont la sincérité et la sensibilité ne peuvent que toucher le lecteur, comme on peut le voir. Or, c'était le 7 juin, c'était la Pentecôte. Tu étais tout de blanc, nimbé et rose, ma Normande, sous ta capeline aérienne, pour recevoir la splendeur du mystère. De la lumière limpide, nostalgique, tes yeux chantaient l'absent, quand soudain, le coup de téléphone blanc qui te faisait toujours trembler des frissons blancs, le coup de foudre blanc et fleurs vaporeuses soudain, tu tombas dans mes bras. Eliane, nous enlacions l'enfant de l'amour, absent et beau comme Zéus, l'Éthiopien. Encore une fois, c'est la figure de Colette qui domine. La douleur d'une mère est ici exprimée avec pudeur par Senghor, qui a sans doute mis rarement autant de lui dans un poème. Cette nouvelle, les Senghor l'ont apprise à Verson, dans le Calvados. C'est là, en effet, que la famille de Colette possédait une maison qui a servi à Senghor de lieu de villégiature du temps de sa présidence, puis de résidence à partir des années 1980. C'est là qu'il a écrit l'essentiel de ses poèmes et de ses textes théoriques et qu'est née en lui la notion de normandité. Mais qu'est-ce que c'est que cette normandité pour Senghor? Senghor caractérisait la normandité comme un lyrisme lucide. Sur ce point, il s'est expliqué dans une conférence donnée en 1986 à l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen. À propos de Corneille, né à Rouen, il écrit ainsi: La vérité est que notre Normand ne renonce pas au lyrisme, c'est-à-dire à l'expression de sa sensibilité, plus exactement de ses idées sentiments. Il y a seulement qu'il la tempère, son émotion, ou mieux, la dirige vers une expression idéale. C'est donc cela, le lyrisme lucide. La sensibilité tempérée par l'idéal, le subtil mélange de la passion et de la pondération. En s'appuyant sur d'autres écrivains et poètes d'origine normande, comme Gustave Flaubert ou Jules Barbet d'Aurevilly, il en vient ainsi à la conclusion que le normand est par nature un créateur intégral, presque un poète inné, du fait même de son métissage à la fois
pré-indo-européen, celtique et germanique. Il met ainsi sur le même plan le biologique et le culturel, fidèle en cela à tout un courant de pensée qui a voulu penser une caractérologie des peuples, de Montesquieu à Gaston Berger. Néanmoins, cette normandité n'est pas isolée. Elle participe aussi de la francité, de cette identité française que Senghor considérait aussi comme un métissage à la fois celtique et indo-européen. On ne peut qu'être frappé par la propension de Senghor à tout essentialiser, à rapporter l'identité culturelle à une forme d'ontologie, de métaphysique qui paraîtrait téméraire, voire dangereuse à certains. Une telle démarche semble en effet bien étrangère au néopositivisme de notre temps. Est-ce que Senghor est le seul à envisager ces questions de culture et d'identité d'un point de vue métaphysique? Oh, absolument pas. Encore une fois, on peut le rapprocher de Saint John Perse, dont nous avons déjà parlé. Alors qu'il était en exil aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, il écrit en 1942 à son ami américain Archibald MacLeish: De la France, rien à dire. Elle est moi-même et tout moi-même, même si je n'étais pas un animal essentiellement français, une argile essentiellement française, et mon dernier souffle, comme le premier, sera chimiquement français. La langue française serait pour moi la seule patrie imaginable. Ce recours à la biologie, qui rappelle Senghor, montre néanmoins clairement que s'il est bien une chose pour Saint John Perse, qui montre qu'un Français est français, c'est sa langue. Cet orgueil linguistique est partagé par Senghor qui, bien que francophone, ménage une place pour l'identité africaine au sein de cette même langue. Enfin, ce rapprochement entre deux grands poètes montre bien que, plus qu'une idée propre à Senghor, cette idée du fondement scientifique de l'identité culturelle est courante sous la plume des intellectuels de l'époque. Et si nous revenons à la francité, comment participait-elle de l'identité albo-européenne, pour reprendre l'expression senghorienne? Alors sur ce point, Senghor écrit: Les habitants de la France, encore que métissés comme les autres Européens, sont enracinés biologiquement et dans une certaine mesure culturellement dans un fond celtique, voire pré-indo-européen. C'est ce qui explique qu'ils sont presque les seuls à être rangés dans l'ethnotype des extravertis, caractérisés par une rationalité objective. Cela veut dire qu'ils attachent plus d'importance à l'objet qu'au sujet, au toi plus qu'au moi. Ce métissage est ainsi dominé par la rationalité objective, ce qui rappelle une autre formule de Senghor qui a fait grand bruit en son temps. L'émotion est nègre comme la raison est hélène. Beaucoup ont alors compris cette phrase comme le rejet de l'Africain en dehors de la rationalité, comme si l'Africain ne pouvait, par sa nature même, penser rationnellement et devait se cantonner à la pensée intuitive. Ce qui a conduit Senghor à souvent revenir sur ce point pour le nuancer et l'expliciter. Il ne s'agissait pas pour lui d'exclure le noir de la raison, mais de souligner combien la pensée émotionnelle, intuitive, permet de saisir certaines idées inaccessibles à la pure rationalité. Titre de la série Senghor, une vie pour l'Afrique et la langue française. Titre de l'épisode Senghor entre Afrique et Normandie. Idée originale Anthony Glaise, à la narration Anthony Glaise, lecture des poèmes et discours James Osney, lecture des citations Jean-Florentin Agbona, animation Mélissa Serrano, musique originale Florent Cheminal, réalisation Sophie Hamel Dufour, une production Francophonie sans frontières 2021.